d'abord, la vue globale macro de Carmignac avec Kevin Tauzet avec nous en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. La vue globale macro également, évidemment, avec l'idée qu'il y a une destination devant nous qui s'appelle soft landing, ralentissement, / épisode récessif, mais que le voyage prend toujours un peu plus de temps. C'est en tout cas le schéma qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la destination est connue, mais le voyage prend toujours un peu plus de temps. Est-ce que c'est le schéma dans lequel vous êtes aujourd'hui en termes d'analyse macro, Kevin, chez Carmignac? Et puis, l'événement du jour, c'est quand même la révision à la baisse de la croissance allemande qui fait entrer l'économie allemande en récession technique depuis donc 2 trimestres maintenant. Est-ce que ça s'inscrit dans cette vue macroéconomique aujourd'hui ou est-ce que ça l'a fait évoluer? Oui, c'est que le contexte dans lequel on est, vous le soulignez, la bonne tenue des marchés d'actions, somme toute, dans cet environnement, alors qu'il y a quand même un certain nombre de nuages qui s'amoncellent et de plus en plus de nuages qui s'amoncellent, et ça depuis plusieurs mois, on a quand même un contexte de croissance économique mondiale qui est quand même plutôt résiliente globalement. Et on a été, donc on le voit dans la reprise post-Covid, on a vu une forme de désynchronisation entre les grands blocs. On en a parlé de nombreuses fois, et on est encore là-dedans. C'est-à-dire qu'on a encore une épargne excédentaire qui est importante aux États-Unis, alors elle est de moins en moins importante, le consommateur américain épuise dedans. En Europe, on avait des carnets de commandes qui étaient particulièrement fournis, parce qu'on avait ces fameux goulots d'étranglement, ils sont là aussi en train de se résorber. Et puis on avait la Chine qui là, était complètement contre-temps, et avec la réouverture de la Chine, on avait ces espoirs-là, on pouvait nourrir ces espoirs d'avoir une croissance résiliente et désynchrone. Ce qui nous attend, parce que c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est que quand même il y a un risque important de voir un ralentissement, donc de plus en plus prononcé, et avec une vraie forme de synchronisation. Alors ce qui se passe en Allemagne, c'en est peut-être aussi un signe avancé. Il y a sans doute d'autres raisons à ça. Il y a quand même, on parlait de l'atterrissage en douceur ou de l'atterrissage en douleur. Il y a, on va dire, si globalement, ce qu'on voit, c'est une forme de résilience, il y a quand même une forme de dichotomie entre, par exemple, le secteur manufacturier, le secteur des services également, et ça impacte aussi l'Allemagne. Très clair. Mais cette situation, et c'est vrai qu'il y a deux mondes, le monde des services, le monde industriel et le monde manufacturier. L'Allemagne souffre effectivement avec le poids de l'industrie et puis un modèle économique qui est complètement pris à revers, on va dire, depuis quelques années avec l'accélération de l'histoire, pour dire les choses simplement. Mais quand on regarde par exemple l'économie américaine, vous gardez quand même dans la balance une vision encore constructive de la demande finale privée aux États-Unis à ce stade, Kevin. Oui, là aussi, c'est-à-dire que le consommateur américain, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il ne faut pas jouer contre la Fed, il ne fallait pas non plus jouer contre le consommateur américain. Et on est encore dans cette phase-là. Ouais. Et ce réservoir d'épargne, cette épargne excédentaire, elle est déclinante, elle devrait retomber sur des niveaux pré-Covid, d'ici la fin de cette année, le début de 2024. Donc là aussi, on va bien arriver à une forme d'essoufflement. Et puis de l'autre côté, il y a quand même un durcissement monétaire qui a été sans précédent, donc, par son ampleur, son amplitude, des hausses de taux, sous le travail le retournement de l'assouplissement quantitatif également. Et je crois que c'est M. Friedman qui le disait, un économiste américain, que la transmission de la politique monétaire, elle agit avec un décalage et avec des degrés différents. Et donc, c'est bien ça qui se joue sous la surface aussi, c'est que ce durcissement des conditions de crédit, il a un impact sur la croissance, il a un impact sur la croissance du crédit, et donc ça veut dire moins de croissance du crédit, ça veut dire moins d'investissement des entreprises. On a aussi une contraction budgétaire aux États-Unis. Enfin, contraction. On verra ce qu'il en est après le relèvement du plafond de la dette et le compromis qui permettra le relèvement. Mais on a quand même un déficit encore de 7% du PIB sur 12 mois glissants aux États-Unis. Mais donc, c'est pas non plus une austérité. Non, mais là aussi, c'est-à-dire que sur la trajectoire, ce qu'on anticipe chez Carmignac, c'est que l'économie américaine entrera en récession au 4e trimestre de cette année. Mais toujours un peu plus tard. Exactement. On a, nous aussi, décalé nos anticipations. On tablait plutôt sur le 3e trimestre de cette année, mais on a décalé ça d'un trimestre globalement. Donc ça, c'est pour ce qui est des États-Unis. En Europe aussi, alors on a eu les chiffres de croissance en Allemagne. Après, sur le trimestre qui vient, ou la séquence qui vient, on peut avoir une croissance européenne qui, là aussi, reste, somme toute, assez résiliente. On a la saison de tourisme qui
qui reprend. Il y a encore, on va dire, une capacité à dépenser. Il y a des économies, notamment au sud de l'Europe, qui sont très exposées, en tout cas dont l'économie est relativement assez tributaire de cette reprise de la saison touristique. 10-15% au Portugal, par exemple. C'est non neutre. Donc là aussi, on peut avoir plutôt des bonnes nouvelles. Après, là aussi, sur la suite de la séquence, une récession aux États-Unis, c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie européenne, qui est quand même extrêmement liée à l'économie américaine, même plus qu'à l'économie chinoise. Comment vous comprenez la séquence ou la stratégie de pause signalée par la Réserve fédérale américaine, alors qui est un concept d'ailleurs discuté, on l'a vu avec les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de début mai. Il y avait l'idée pour les marchés que la pause était forcément le prélude à de prochaines baisses de taux. Cette idée n'est pas forcément partagée de manière majoritaire ou consensuelle au sein du FOMC. Non, et là aussi, c'est-à-dire que entre ce qu'indique la Réserve fédérale et ce qu'anticipent les marchés, il y a aussi un écart quand même, parce que la Réserve fédérale dit qu'elle va aller en pause. Alors les marchés disaient plutôt elle va tourner Kazakh et elle va même baisser ses taux, même jusqu'à, il y avait 2,5% de baisse de taux qui était anticipée par les marchés, sans doute de façon un peu trop complaisante, c'est-à-dire que on peut se poser des questions sur la capacité des autorités budgétaires et monétaires à résister, on va dire, ou en tout cas à maintenir cette trajectoire de durcissement monétaire avec une conjoncture qui se dégrade. De là, aller voir tourner Kazakh aussi rapidement que ça nous semble quand même un peu complaisant. Donc, sur ces parties de courbe de taux, donc plutôt les parties courtes des courbes de taux, on évite d'aller trop travailler sur ces points de courbe-là. On le voit d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est là aussi des points de courbe qui sont très sensibles à des publications d'inflation. On est dans cette dynamique de désinflation, mais on peut avoir des surprises. On en a eu cette semaine en Angleterre notamment. Mais par contre, sur les points plus longs de courbe, là, il y a quand même des choses à faire parce que moins de croissance économique, une récession qui arrive éventuellement, de la désinflation, ça tend à on va dire, être favorable pour ces obligations les plus longues émises par des États bien notés, et notamment les États-Unis. Mais encore une fois, la question de la durée est importante. La récession pourrait prendre encore un peu plus de temps pour arriver. Et donc, ça veut dire que le refroidissement ou le ralentissement n'ira peut-être pas suffisamment vite pour que la Fed soit totalement confortable avec l'inflation d'ici 2 ou 3 mois. Ça va prendre encore beaucoup plus de temps. Oui, c'est-à-dire que là aussi, si je regarde nos anticipations, c'est que sur le premier trimestre de 2024, par exemple, on a une inflation aux États-Unis qui soit encore autour de 3%. Donc le travail n'est pas encore fait. Donc ce qui est important pour les autorités monétaires américaines, c'est aussi de regarder la direction que ça peut prendre. Mais là aussi, ça donne une indication sur le pivot, en tout cas le point de pivot, le point de retournement, il n'est pas pour tout de suite, il est plutôt pour la fin de cette année ou le début de 2024. Donc là aussi, ça requiert un peu d'ajustement. Sur le plan de la dynamique de marché, de la question de la liquidité des marchés, comment vous abordez, comment on regarde là un peu devant nous, avec des programmes de réduction de bilan qui sont toujours en cours aux États-Unis, en Europe. L'Europe va même muscler un petit peu sa réduction de bilan. Les banques européennes vont massivement rembourser tous les emprunts à taux préférentiels qu'elles ont pu faire, une grande partie en tout cas des emprunts à taux préférentiels qu'elles ont pu faire auprès de la BCE ces dernières années. Ça arrive dans les prochaines semaines. Le relèvement du plafond de la dette, si on part du principe que le plafond de la dette américaine sera relevé, va permettre au Trésor américain de reconstituer son cash et son compte courant auprès de la Réserve fédérale américaine. N'oublions pas que le Trésor américain opère déjà sous contrainte depuis le mois de janvier et donc vide son compte courant pour subvenir aux dépenses courantes de l'administration américaine, ce qui va se traduire par un déluge d'émissions obligataires aux États-Unis et donc une liquidité de marché qui va s'assécher encore plus. Et donc des réserves bancaires aux États-Unis qui devraient baisser d'entre 500 et 800 milliards. C'est colossal, c'est de l'ordre de 15 à 25% du volume total, donc c'est non négligeable. On le sait, la liquidité, c'est aussi un facteur qui alimente beaucoup les marchés, qui alimente aussi des phénomènes de bulles. On a à peu près, on va dire, les mêmes montants qui vont être sortis de l'eurosystème entre juin et septembre avec les TLTRO, donc à peu près pareil, autour de 800 milliards de dollars, avec là aussi des programmes de soutien exceptionnels, donc d'assouplissement quantitatif qui sont retournés. Donc ça veut dire encore une fois de la liquidité qui est sortie du marché. Et donc sur la séquence qui se met en place sur les marchés financiers,
ce qu'on a eu jusqu'à présent, et qu'on pourrait encore voir voilà, sur une échelle de quelques mois, c'est qu'il y a une forme quand même de fil du rasoir qui tient bien. Les investisseurs sont très peu positionnés, notamment sur les actifs les plus risqués. La récession, le ralentissement économique, tout le monde l'a en ligne de mire, hein, c'est ce que vous soulignez. Et donc, tant qu'on a des publications économiques qui ne surprennent pas trop à la baisse et qui pointent vers ça, c'est plutôt bien digéré par les marchés financiers. Pareil sur le front de l'inflation, hein, tant qu'on a cette désinflation en cours, ça veut dire qu'on a des marchés qui peuvent tenir. Sur la séquence qui suit, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que là aussi, on l'a dit, il y a ce risque de synchronisation dans le ralentissement. On n'a pas trop parlé de la Chine, mais là aussi, hein, on va dire, le déversement de l'épargne excédentaire, il ne se fait pas trop en Chine. Non. Et donc, quand on combine tout ça, c'est-à-dire voilà, moins de croissance économique, des liquidités qui ont sorti, il y a quand même un moment où il faudra un peu réduire la voilure sur ces marchés d'actions, sur ces marchés d'actifs risqués. Comment ça s'équilibre dans une stratégie diversifiée aujourd'hui chez vous, chez Carmignac, Kevin? C'est prendre en compte que le voyage continue, mais se préparer à une séquence d'atterrissage qui finira par arriver. Mais il me semble 3 choses à faire. Donc, sur les marchés d'actions, on en a un petit peu parlé. Il y a encore de la valeur à être investi sur ces marchés-là. Donc, sous la surface, on va éviter d'avoir des positions, des secteurs, des sociétés qui sont trop exposées au cycle. Alors, on parle du secteur technologique ou des semi-conducteurs, c'est peut-être l'exception parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui pourrait faire ce pont. Enfin, on va dire que c'est plus l'exception que la règle. Oui, puis c'est très localisé aussi, peut-être sur quelques valeurs du secteur. Donc, on va dire, en dehors de ça, plutôt des secteurs moins exposés au cycle, la santé, la consommation, et voilà, certaines valeurs technologiques. Ensuite, il y a un autre moteur de performance que sont les marchés du crédit, parce que là aussi, on a quand même une dichotomie entre les signaux qui sont envoyés par les marchés obligataires et les signaux qui sont envoyés par les marchés d'actions. Et on a certains marchés obligataires, marchés du crédit, certains marchés de la dette émergente, et notamment les segments de la dette locale, qui offrent des rendements à 2 chiffres. Et donc, des rendements à 2 chiffres, ça veut quand même dire des instruments, des segments qui intègrent déjà cette, on va dire, dégradation de la conjoncture économique. Donc, voilà, ils sont déjà prêts, on va dire, en tout cas en partie prêts. Et puis, il y a des niveaux de rendement qui sont quasiment à 2 chiffres, qui permettent aussi de digérer, voilà, on va dire, il y a une prime de risque confortable. Donc, ça permet de voir venir. Ça fait 2 moteurs de performance dans un portefeuille diversifié comme Carmignac Patrimoine. Et puis après, on a un moteur on va dire, de gestion des risques. Et j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est la duration, donc les obligations d'État, bien noté, qui là aussi on a retrouvé de la valeur sur ces instruments-là. Et là aussi, voilà, duration, ça rime avec récession, avec désinflation et diversification. Et donc on se retrouve avec une séquence où on peut à nouveau marcher sur les 2 jambes quand on gère un portefeuille diversifié. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, parce que là aussi, le risque, c'est quand même qu'on a un atterrissage en douleur de l'économie américaine, de l'économie mondiale. Et si on a des mauvaises nouvelles sur ce front-là, pas une bonne nouvelle pour les actions et pour les actifs du crédit. Par contre, des actifs bien notés défensifs, on aura une fois ce mouvement de balancier dans un portefeuille. Très clair. Bon, on verra dans quelle mesure les trésoreries américaines restent bien notées dans les prochaines semaines. C'est le petit événement du jour, Fitch qui a mis sous surveillance avec implication négative la dette américaine, qui est encore AAA chez Fitch, AAA chez Moody's et qui n'est plus que AA+ chez S&P depuis 2011. Merci beaucoup Kevin. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure d'émission.